J'ai franchi la porte du bureau de mon mari pour lui faire la surprise avec le déjeuner, et je l'ai trouvé, ma sœur, à califourchon sur lui dans son fauteuil. Je suis resté figé. Je lui ai dit 5 mots et je suis parti. Ce qui s'est passé ensuite a fait les gros titres dans toute la ville. La porte en acajou était entr'ouverte, juste 5 centimètres d'espace entre mon monde d'avant et mon monde d'après. À travers cette fente, je pouvais voir le soleil de l'après-midi traverser le bureau immaculé d'Antoine Leclerc. Illuminant le logo prestigieux du cabinet d'avocats, le cabinet des 2 tours gravé sur la paroi de verre. J'entendais le murmure doux des voix, sa voix. Chaude et intime d'une manière que je n'avais plus entendu diriger vers moi depuis des mois. J'ai écarté la porte un peu plus, et là, elle était, ma sœur Sophie Bernard. Ses cheveux auburn cascadaient sur l'épaule d'Antoine alors qu'elle le chevauchait sur ses genoux dans son fauteuil de direction. Leur bouche était scellée avec la faim désespérée de nouveaux amants, ses doigts manucurés emmêlés dans ses cheveux sombres, ses mains agrippant sa taille comme s'ils la possédaient. Ils ne m'ont pas entendu entrer. Ils étaient trop perdus l'un dans l'autre pour remarquer la femme qui était mariée à l'un d'eux depuis 2 ans. Qui avait partagé les dîners de Pâques avec l'autre depuis 28 ans de sororité. Je suis resté là, ce qui m'a semblé une éternité, mais n'a probablement été que quelques secondes. Regardant ma vie entière s'effriter en poussière. Puis Sophie a ouvert les yeux et m'a vu par-dessus l'épaule d'Antoine. Elle n'a pas halté. Elle ne s'est pas éloignée précipitamment. Elle n'a même pas semblé surprise. Elle a souri. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où nous écoute notre famille mondiale. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à proposer encore plus d'histoires de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. Je m'appelle Élise Dubois, et jusqu'à ce moment, je pensais savoir exactement qui j'étais. J'étais l'épouse qui préparait des déjeuners faits maison et laissait des mots d'encouragement dans les porte-documents. J'étais la sœur qui n'oubliait jamais un appel d'anniversaire et offrait toujours une épaule sur laquelle pleurer. J'étais la fille qui rendait visite tous les dimanches et faisait semblant de ne pas remarquer quand maman comparait mes réalisations à la carrière plus glamour de Sophie dans le relations publiques de mode. J'étais aussi apparemment une idiote. Oh, dit Sophie, glissant enfin de la cuisse d'Antoine, mais sans faire aucun effort pour arranger son apparence négligée. Élise, tu es en avance. En avance ? Comme si c'était un rendez-vous prévu, comme si je les avais d'une manière ou d'une autre dérangés en entrant dans le bureau de mon propre mari. Antoine a redressé sa cravate avec un calme habituel. De la même manière qu'il le faisait avant les réunions avec les clients. Ses yeux gris, ceux dont j'étais tombée amoureuse lors de nos sessions d'études à l'université. On croisait les miens avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de la culpabilité, mais pas non plus de la défiance. C'était de l'indifférence. Nous devons parler, a-t-il dit. Comme si ces 4 mots pouvaient d'une manière ou d'une autre donner un sens à ce que je venais de voir. De quoi ? Les mots sont sortis étranglés, à peine reconnaissables comme ma propre voix. De combien de temps cela dure ? De combien de fois ? Élise, s'il te plaît. La voix de Sophie portait cette note de condescendance familière qu'elle avait perfectionnée dans son enfance. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Je la regardais vraiment. Sophie avait toujours été la belle, la confiante. Celle qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et attirer l'attention. À 30 ans, elle avait 2 ans de moins que moi, mais elle avait toujours agi comme si elle était des décennies plus sage. Aujourd'hui, assise sur le canapé en cuir pendant qu'Antoine restait derrière son bureau comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires, elle avait l'air rayonnante. Depuis combien de temps ? Demandai-je. Antoine et Sophie échangèrent un regard. Le genre de regard complice et intime que partagent les amants. Cela me frappa comme un coup physique. 8 mois, dit finalement Antoine. Depuis ta fête d'anniversaire ? Ma fête d'anniversaire ? Celle où Sophie avait porté cette magnifique robe rouge et charmé tous les collègues d'Antoine ? Celle où elle était restée tard pour aider à nettoyer pendant qu'Antoine et moi nous disputions sur ses heures de travail de plus en plus longues. Celle où je l'avais en fait remerciée d'être une sœur si merveilleuse. 8 mois, répétai-je engourdi. Écoute, Élise. Dit Sophie en croisant les jambes comme si elle s'installait pour une conversation décontractée. Je sais que c'est un choc, mais honnêtement, c'est probablement pour le mieux. Toi et Antoine. Vous vous éloignez depuis des lustres.
Tout le monde le voit. Tout le monde. Notre mariage était déjà terminé, ajouta Antoine, sa voix d'avocat froide et mesurée. Cela n'a fait qu'accélérer les choses. L'audace était époustouflante. Ils étaient assis là, les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, et ils parlaient de mon mariage. Comme s'il s'agissait d'une fusion d'entreprises qui avait simplement atteint sa fin. Pas d'excuses, pas d'explications sur la façon dont cela était arrivé ou d'expression de regret. Juste une cruauté factuelle livrée avec l'indifférence décontractée de personnes discutant de la météo. Je veux que tu quittes la maison, dis-je à Antoine, surprise par la fermeté de ma voix. Il rit. Il rit réellement. Élise, c'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. Tu seras celle qui partira. Et où suis-je censé aller exactement? Sophie et Antoine échangèrent un autre de ces regards. En fait, dit Sophie, j'y ai pensé. Maman dit qu'elle est seule depuis que papa est parti. Peut-être que c'est le moment idéal pour toi de revenir à la maison. Aide-la à prendre soin d'elle. Revenir à la maison. À 32 ans. Après avoir construit une vie et une carrière de graphiste indépendante, il voulait que je retourne dans ma chambre d'enfance comme une ratée. Maman est au courant? La question s'échappa avant que je puisse m'arrêter. Le sourire de Sophie s'élargit. Je le lui ai dit hier, enfin, elle comprend. Elle a toujours dit qu'Antoine était trop bien pour elle. Elle se retint, mais le mal était fait. Trop bien pour moi. Ma propre mère pensait que mon mari était trop bien pour moi. Elle est en fait ravie de l'idée que nous soyons tous une famille. Continua Sophie. Elle a dit qu'il était temps qu'Antoine trouve quelqu'un qui puisse correspondre à son ambition. La pièce sembla basculer. Non seulement ils entretenaient cette liaison depuis des mois, mais ils avaient déjà impliqué ma mère, déjà fait des plans pour mon déplacement. Déjà décidé comment restructurer la vie de chacun autour de leur trahison. Je regardais Antoine, le regardais vraiment, l'homme que j'avais soutenu pendant ses études de droit. Qui avait promis de m'aimer dans la maladie et la santé, qui avait murmuré que j'étais sa seule et unique le soir de notre mariage. Il consultait son téléphone. J'ai besoin d'air. Réussis-je à articuler. Élise, attends, appela Antoine alors que je me dirigeais vers la porte. Nous devrions discuter des choses pratiques. Le divorce, la division des biens. Les biens? Je me retournai pour lui faire face. Quel bien, Antoine? Tout est en ton nom. Tu te souviens? Tu l'as insisté pour cela pour des raisons fiscales. Il eut la décence d'avoir l'air momentanément mal à l'aise. Eh bien, oui, mais nous pouvons trouver un arrangement. Je ne suis pas déraisonnable. Déraisonnable? L'homme qui me trompait avec ma sœur depuis 8 mois s'inquiétait d'être perçu comme déraisonnable. Je suis parti sans un mot de plus. Le trajet du retour fut un brouillard de larmes et de rage et un étrange engourdissement détaché qui ressemblait à une marche dans un rêve. Notre maison, la maison d'Antoine, apparemment, se trouvait au bout d'un cul-de-sac tranquille dans un quartier chic que nous avions choisi ensemble parce que nous parlions de remplir les chambres d'amis avec des enfants un jour. Je suis resté assise dans l'allée pendant 20 minutes, fixant la porte d'entrée avec sa joyeuse peinture jaune et les jardinières que j'avais plantées au printemps dernier. Tout avait l'air exactement pareil, mais je me sentais comme une étrangère visitant la vie de quelqu'un d'autre. À l'intérieur, la maison renfermait toutes les preuves de mon illusion. Photos de mariage sur la cheminée. Mes livres mêlés aux siens sur les étagères. La tasse de café que j'avais utilisée ce matin, toujours dans l'évier. Marque de rouge à lèvres sur le bord comme une tache de sang sur une scène de crime. J'ai appelé ma mère. Élise, ma chérie. La voix de maman était soigneusement neutre. Sophie a dit que tu pourrais appeler. Elle t'a tout dit. Elle m'a dit assez. Oh, ma chérie. Je sais que c'est difficile, mais parfois ces choses arrivent. Antoine et Sophie, ils vont bien ensemble. Ils sont tous les deux ambitieux, tous les deux qui réussissent. Je réussis, les jeux interrompus. J'ai ma propre entreprise. Concevoir des invitations de mariage n'est pas exactement. Je fais du branding d'entreprise, maman. J'ai de vrais clients. Bien sûr que tu en as, ma chérie. Mais soyons honnêtes, Sophie évolue dans le monde d'Antoine. Elle comprend ses pressions. Ses objectifs. Peut-être que c'est juste la sélection naturelle. Sélection naturelle.
Ma mère traitait mon mariage comme un documentaire sur la nature. Alors, tu prends son parti? Je ne prends pas parti, Élise. Je suis réaliste. Toi et Antoine avez eu des problèmes pendant 1 an. Tout le monde pouvait le voir. Et Sophie? Eh bien, elle n'avait pas prévu cela. L'amour est juste arrivé. L'amour. Ils appelaient ça l'amour. Où suis-je censé vivre, maman? Eh bien, tu sais, tu es toujours la bienvenue ici. Ta chambre est exactement la même. Et honnêtement, j'aurais besoin d'aide. La maison devient trop grande pour que je puisse la gérer seule. C'était le prix de consolation. Après que mon mari m'ait volé ma sœur ou que ma sœur m'ait volé mon mari. Je pouvais retourner à la maison pour être la gardienne vivante de ma mère. J'ai besoin de réfléchir, dis-je. Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais Élise. Essaie de ne pas rendre les choses moches. Pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Pas pour mon bien. Pour celui de tous. J'ai raccroché et je me suis versé un verre de vin. Puis un autre. Puis un autre. Quand Antoine est rentré à 9h30, j'étais assise dans le salon avec une bouteille vide et une tête pleine de clarté. Élise, dit-il prudemment, défaisant sa cravate. Nous devons discuter de la logistique, des aspects pratiques de cette transition. J'ai déjà parlé à mon avocat. Ton avocat. Élise, s'il te plaît, n'essaie pas de tout répéter ce que je dis. C'est puéril. Puéril? La femme dont la vie il venait de détruire était traitée de puérile. J'ai préparé une offre de règlement raisonnable, continua-t-il, sortant un dossier de sa mallette. Compte tenu du fait que la plupart de nos actifs sont prématrimoniaux ou en mon nom, je suis prêt à être généreux. Il y a un paiement forfaitaire et je couvrirai tes frais de déménagement. J'ai pris le dossier et l'ai parcouru sans le lire. Combien? 25 000 euros. C'est plus que juste, compte tenu. Compte tenu de quoi? Que tu couches avec ma sœur depuis 8 mois. Élise. Je comprends ta douleur. Douleur? Je me suis levé, surprise par ma propre fermeté. Je ne suis pas blessé. Antoine, la blessure, c'est quand quelqu'un vous marche accidentellement sur le pied. C'est la dévastation. C'est l'annihilation complète de tout ce que je pensais savoir de ma vie. Écoute, ces choses arrivent. Les gens s'éloignent. Les gens changent. Ce que Sophie et moi avons. C'est réel. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Et ce que nous avions? Nous étions des amis qui se sont mariés parce que le moment semblait juste. Mais Élise. Sois honnête. Quand as-tu regardé la dernière fois comme Sophie le fait? Quand avons-nous eu une conversation sur autre chose que les listes de courses et les plans du week-end? La chose terrible, c'est qu'il n'avait pas entièrement tort. Nous nous étions éloignés. Nous étions tombés dans des routines. Mais je pensais que c'était normal. L'évolution naturelle du mariage. De la romance passionnée au partenariat confortable. Alors ça te donnait le droit de tricher. Je n'avais pas prévu ça. Sophie non plus. C'est juste arrivé. Pendant 8 mois. C'est juste arrivé. Élise, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Il y avait cette phrase encore. Ne rends pas les choses difficiles. Comme si mes sentiments étaient un inconvénient, ma douleur un obstacle à leur bonheur. Je veux la maison, dis-je. Antoine rit. Élise, sois réaliste. Tu ne peux pas payer le prêt hypothécaire avec tes revenus. Et légalement, je m'en fiche. Je veux la maison. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je t'offre un règlement équitable. Prends-le. Ou quoi? Ou je demande le divorce pour divergence irréconciliable et tu pars avec ce que le tribunal décidera de te donner, ce qui, étant donné que tout est en mon nom et que nous n'avons pas d'enfant, ne sera pas grand-chose. Il avait tout calculé. L'avocat avait joué tous les tours, couvert toutes les bases. Je devais prendre mes 25 000 euros et disparaître tranquillement pour qu'il puisse commencer sa nouvelle vie avec ma sœur. Quand veux-tu que je parte? Fin du mois. Cela te laisse 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre. 2 semaines? Il me donnait 2 semaines pour démanteler une vie que j'avais passé des années à construire. Bien, dis-je. Antoine eut l'air surpris.
Bien. Bien. Je partirai d'ici la fin du mois. Bien. Je suis contente que nous puissions régler cela avec maturité. 3. L'homme qui menait une liaison secrète avec ma sœur depuis près d'1 an voulait nous féliciter tous les deux pour notre maturité. Cette nuit-là. Après qu'Antoine soit allé se coucher dans la chambre d'amis, apparemment sa conscience avait quelques limites, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai commencé à planifier jusqu'à l'aube. J'ai toujours été une chercheuse. C'est ce qui me rendait bonne dans mon travail. Je fouillais dans les entreprises clientes, comprenais leurs valeurs et leurs concurrents. Trouvais le moyen idéal de représenter visuellement leur histoire. Maintenant, j'ai tourné ces mêmes compétences vers la compréhension exacte de ce que mon mari et ma sœur m'avaient fait. La première chose que j'ai découverte, c'est qu'Antoine avait été plus prudent que je ne lui avais accordé de crédit. La maison, les voitures, même notre compte bancaire commun. Tout était structuré pour minimiser ma demande d'actifs matrimoniaux. Chaque achat important avait été programmé juste avant notre mariage ou justifié comme dépenses professionnelles. Antoine Leclerc, avocat, avait apparemment planifié la possibilité d'un divorce dès avant notre mariage. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est que ce n'était pas leur première fois. Il m'a fallu 3 jours de fouille dans les archives des réseaux sociaux, de recoupement de photos et de chronologie, mais j'ai trouvé le schéma. Antoine avait un historique de relations avec des sœurs. Pas littéralement, mais des amis proches, des partenaires commerciaux, des femmes qui existaient dans les cercles sociaux les unes des autres. Son ancienne petite amie avait été volée par sa meilleure amie. La femme d'avant l'avait perdue au profit d'une collègue. Et Sophie, ma belle et charmante sœur, avait son propre schéma. 3 relations précédentes qui s'étaient terminées lorsqu'elle s'était impliquée avec des hommes déjà attachés. Elle collectionnait les hommes indisponibles comme certaines personnes collectionnent le vin vintage. Il n'était pas tombé amoureux. Il s'était trouvé 2 prédateurs qui appréciaient plus la chasse que le prix. J'étais encore en train de digérer cette révélation quand la sonnette a retenti. Sophie se tenait sur mon porche, tenant une bouteille de vin et arborant une expression de ce que je ne pouvais décrire que comme une sympathie agressive. « Élise, nous devons parler. » Puis-je entrer ? Je me suis écarté. Curieuse malgré moi. Sophie s'est installée sur mon canapé, celui que j'avais choisi dans la maison où elle allait bientôt vivre, et a versé 2 verres de vin sans demander. « Je sais que tu me détestes en ce moment, commença-t-elle. En fait, non. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens, mais ce n'est pas de la haine. C'est bien. Car je pense vraiment que nous pouvons arranger cela en tant que sœurs. En tant que sœurs. L'assurance désinvolte était stupéfiante. Antoine et moi, nous n'avons jamais voulu que cela arrive. Mais Élise, tu dois admettre que vous deux, vous n'étiez pas heureux. Tu n'as pas été heureuse depuis des mois. Aviez-vous l'intention de me le dire un jour ? Bien sûr. Nous voulions juste être sûrs. Nous ne voulions pas te blesser inutilement si cela ne fonctionnait pas. Quelle considération. Élise, ne sois pas sarcastique. Ça ne te va pas. Sophie a siroté son vin et m'a étudié d'un regard calculé que je commençais à reconnaître. Le truc, c'est qu'Antoine et moi, on va bien ensemble. Vraiment bien. On se stimule intellectuellement. On a les mêmes objectifs, les mêmes intérêts, le même manque total de boussole morale. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Ce côté amer et vindicatif de toi. Ce n'est pas attrayant, Élise. C'est une des raisons pour lesquelles les choses se sont mal terminées avec Antoine en premier lieu. Je la regardais. Tu me blâmes pour ton affaire ? Je ne blâme personne. Je dis juste que peut-être si tu avais fait plus d'efforts dans ton mariage, si tu avais essayé de grandir avec Antoine au lieu de rester statique. Statique. Élise. Quand as-tu lu un livre qui n'était pas un roman d'amour pour la dernière fois ? Quand as-tu eu une opinion sur la politique ou l'actualité ou quoi que ce soit qui compte ? Antoine a besoin de stimulation intellectuelle. Il a besoin d'une partenaire qui peut le suivre. La cruauté désinvolte était époustouflante. Elle était assise dans mon salon, buvant mon vin. Sur le point d'emménager dans ma maison avec mon mari, et elle m'expliquait pourquoi je le méritais. Que veux-tu, Sophie ? Je veux que nous allions bien. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien. C'est juste une question de compatibilité. Antoine et moi sommes compatibles d'une manière dont toi et lui ne l'avez jamais été.
Et qu'en est-il de toi et moi? Sommes-nous compatibles en tant que sœurs? Le sourire de Sophie était radieux. Bien sûr que nous le sommes. Nous sommes une famille. Ça ne change rien. Ça ne change rien, répétai-je lentement. Élise, je sais que c'est difficile à voir en ce moment, mais à long terme. Ce sera bénéfique pour tout le monde. Tu trouveras quelqu'un qui te convient mieux, quelqu'un qui apprécie tes qualités plus simples. Et Antoine et moi pouvons construire quelque chose de réel ensemble. Qualité plus simple. Tu sais ce que je veux dire? Tu es une personne attentionnée, douce et domestique. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas ce dont Antoine a besoin. Il a besoin de quelqu'un qui puisse égaler son ambition. Quelqu'un qui comprend son monde. Quelqu'un comme toi. Exactement. Sophie termina son vin et consulta son téléphone. Je devrais y aller. Antoine vient me chercher pour dîner. Nous rencontrons les associés principaux de son cabinet. Elle jouait déjà le rôle de la femme d'un avocat, réseautant et se positionnant dans son monde professionnel. Pendant ce temps, je devais gracieusement quitter la scène. Élise. Sophie s'arrêta à la porte. Essaie de ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà, pour le bien de tous. Il y avait cette phrase encore. Le dicton de famille, apparemment. Après son départ, je me suis assise dans mon salon et j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la colère exactement, et ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était quelque chose de plus net, de plus tranchant et d'infiniment plus dangereux. C'était de la clarté. Maître Camille Leclerc avait le genre de présence qui rendait les avocats adverses nerveux. À 55 ans, elle avait des cheveux argentés et des yeux perçants, avec une réputation de prendre des affaires que d'autres avocats jugeaient impossibles à gagner. Son bureau donnait sur la ville depuis le 32e étage et ses honoraires reflétaient son taux de réussite. J'avais trouvé son nom grâce à une recherche Google pour les meilleurs avocats en divorce. Puis j'avais passé 2 jours à lire ses affaires. Elle était spécialisée dans ce qu'elle appelait la dissolution matrimoniale à conflit élevé, les divorces impliquant des actifs importants. Des batailles de garde complexes, ou dans mon cas, des conjoints qui pensaient être plus intelligents que le système. Madame Moreau, dit-elle en examinant l'offre de règlement qu'Antoine m'avait donnée. La proposition de votre mari est insultante. Il dit qu'elle est généreuse. Il ment. Dans un mariage de 2 ans avec des actifs conjoints et un ménage à double revenu, vous avez droit à beaucoup plus que cela. Le fait qu'il ait structuré tout pour minimiser votre demande suggère une préméditation. Préméditation. Il planifiait le divorce depuis avant votre mariage. Regardez la chronologie. Chaque achat important, chaque décision financière, chaque transfert d'actifs, cet homme s'est protégé d'un futur règlement de divorce dès le premier jour. J'ai eu la nausée. Alors, il n'a jamais eu l'intention que ce soit permanent. Je ne peux pas parler de ses intentions, mais je peux parler de ses actions. Et ses actions suggèrent un homme qui planifiait toujours sa stratégie de sortie. Maître Leclerc s'est adossé à son fauteuil en cuir et m'a étudié. La question est, que voulez-vous de ce divorce? Je veux ce qui est juste. Le juste est subjectif. Je demande ce que vous voulez. J'ai réfléchi. Que voulais-je? La maison, l'argent, la vengeance. Je veux qu'il comprenne que je ne vais pas disparaître tranquillement. Maître Leclerc sourit pour la première fois depuis que j'étais entré dans son bureau. Maintenant, nous avançons. Parlez-moi de votre sœur. Je lui ai tout raconté. La liaison, le calendrier, la cruauté désinvolte, le manque total de remords de Sophie. Je lui ai parlé de la réaction de ma mère. Des dîners de famille où je devais jouer la gentillesse pendant qu'ils restructuraient leur vie autour de ma trahison. Intéressant, dit Maître Leclerc quand j'ai terminé. Votre sœur travaille dans les RP de mode. Elle représente plusieurs créateurs haut de gamme, et elle développe une relation avec les collègues du cabinet d'avocats de votre mari. Elle a déjà commencé à y établir des contacts. Apparemment, elle se positionne comme la parfaite femme d'avocat. Maître Leclerc a pris note. Et les réseaux sociaux? Sont-ils discrets? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais capturées. Antoine et Sophie au restaurant, lors d'événements professionnels, au théâtre. Toujours soigneusement mise en scène pour avoir l'air professionnel, mais avec une intimité qui serait évidente pour quiconque saurait quoi chercher. Ils font attention.
a observé maître Leclerc. Mais pas assez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre mari est un associé junior dans un cabinet prestigieux. L'image compte dans sa profession. Les valeurs familiales. La stabilité, la fiabilité. Ces choses affectent ses perspectives d'avancement et avoir une liaison avec la sœur de sa femme tout en manipulant les actifs matrimoniaux pour escroquer la dite femme d'un règlement équitable. Cela ne va pas bien se passer avec les associés principaux. J'ai senti une étincelle de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons demander le divorce pour adultère. Nous pouvons exiger une comptabilité médico-légale complète de tous les actifs matrimoniaux. Nous pouvons convoquer les communications entre votre mari et votre sœur pour établir le calendrier de leur liaison. Cela aidera-t-il? Cela lui rendra la vie très inconfortable. Et l'inconfort a une façon de rendre les gens plus raisonnables à propos des règlements. Les honoraires de maître Leclerc étaient élevés. Mais j'avais juste assez dans mon compte d'épargne personnelle pour couvrir la caution. Cela me laisserait sans un sou. Mais cela laisserait aussi Antoine et Sophie avec un combat auquel ils ne s'attendaient pas. Une dernière chose, dit maître Leclerc alors que je me préparais à partir. Vous avez mentionné que la carrière de votre sœur dépend de sa réputation dans l'industrie de la mode. Oui. Pourquoi? Aucune raison. Je réfléchis juste à toutes nos options. Antoine a reçu les papiers du divorce un lundi matin à son bureau. Je le savais parce que maître Leclerc avait organisé un service professionnel plutôt qu'un courrier certifié. Valeur d'embarras maximale. Je le savais aussi parce qu'Antoine m'a appelé dans l'heure et que sa voix tremblait de rage. Élise, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Papier de divorce. Je pensais que c'était ce que tu voulais. Motif d'adultère, comptabilité médico-légale. Tu réclames la moitié de tout. Je réclame ce à quoi j'ai droit légalement. Nous avions un accord. Nous avions ta proposition unilatérale. J'ai décidé de la refuser. Il y eut une longue pause. Élise, tu fais une erreur. Cela va devenir moche. C'est déjà moche, Antoine. Je décide juste de ne pas faire semblant. Je ne te laisserai pas détruire ma carrière pour ça. Je n'essaie pas de détruire ta carrière. J'essaie d'obtenir un règlement de divorce équitable en traînant nos affaires privées devant les tribunaux. En me faisant passer pourquoi, Antoine? Pour un homme qui a trompé sa femme avec sa sœur? Encore une pause. Si tu penses que tu peux m'embarrasser pour me faire donner plus d'argent, je ne veux pas t'embarrasser. Mais je ne vais pas disparaître tranquillement pour que tu puisses commencer ta nouvelle vie sans conséquences. Élise, écoute-moi attentivement. Si tu poursuis ce procès, je m'assurerai que tu le regrettes. J'ai des ressources, des connexions. Tu me menaces? Je t'avertis. Laisse tomber, accepte l'offre de règlement et pars. Ou cela deviendra beaucoup plus grave pour toi. Je lui ai raccroché au nez. Moins de 2 heures plus tard, Sophie était à ma porte. Contrairement à sa visite précédente. Elle n'apportait pas de vin et n'affichait pas une expression de sympathie. Elle était furieuse. Élise, tu dois arrêter ça. Arrêter quoi? Ce procès ridicule. As-tu la moindre idée de ce que tu fais à la réputation d'Antoine? Je divorce. C'est une procédure assez courante. Tu es vindicative et mesquine et cela va se retourner contre toi. Antoine a des amis, Élise. Des amis importants, des juges, des procureurs, d'autres avocats. Tu ne peux pas gagner une bataille contre quelqu'un qui a ses connexions. Regarde-moi. Sophie s'approcha et, pour la première fois, je vis une réelle inquiétude dans ses yeux. Élise, j'essaie de t'aider. Si tu continues comme ça, Antoine va te détruire. Il s'assurera que tu ne travailles plus jamais, que tu ne sois jamais crédité, que tu n'arrives jamais à rien. Jamais à rien. Ne jamais être digne de la vie que j'ai construite. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, vous deux. Vous avez décidé que j'étais jetable. Que je devrais être reconnaissante pour les miettes que vous vouliez bien me jeter et ensuite disparaître pour que vous puissiez vivre heureux pour toujours. Élise, s'il te plaît. Réfléchis à ce que tu fais. Pense à maman, à la famille. Je pense à la famille. Je pense au genre de famille qui détruit l'un des siens et lui demande ensuite d'en être reconnaissant. Le masque de Sophie tomba complètement. Bien.
Tu veux jouer dur? Antoine n'est pas le seul à avoir des connexions. Je travaille dans la mode, Élise. Je connais des photographes, des journalistes, des influenceurs de médias sociaux. Je peux te rendre la vie très difficile aussi. Est-ce une menace? C'est une promesse. Arrête ce procès où nous nous assurons que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Quel genre de personne suis-je, Sophie? Celle qui essaie de détruire le bonheur de sa propre sœur par dépit. Je la regardais vraiment, cette femme belle et confiante qui avait toujours été tout ce que je n'étais pas. Et pour la première fois de ma vie, je la vis clairement. Elle n'était pas confiante. Elle était désespérée. Elle n'était pas une personne qui réussissait. Elle était parasitaire. Elle ne gagnait pas en étant meilleure. Elle gagnait en prenant ce qui appartenait aux autres. Sors de ma maison, dis-je calmement. Élise, sors. Après son départ, j'ai appelé Maître Leclerc. Ils sont secoués, lui dis-je. Bien. Les gens secoués font des erreurs. Ils menacent aussi de représailles. Antoine dit qu'il a des connexions. Et Sophie dit qu'elle peut nuire à ma réputation professionnelle. Laissez-les essayer. La découverte va dans les deux sens, Madame Moreau. S'ils veulent jouer sale, nous allons convoquer leur communication et voir exactement ce qu'ils ont dit de vous. La conspiration pour diffamer un conjoint pendant une procédure de divorce ne se présente pas bien au tribunal. Quelle est notre prochaine étape? Nous attendons et nous documentons tout. Chaque menace, chaque tentative d'intimidation, chaque contact qu'ils font. Votre mari est peut-être un avocat. Mais il ne pense pas comme un en ce moment. Il pense comme un coupable qui a été pris. La première fissure dans leur plan parfait est venue d'une source inattendue, le cabinet d'avocats d'Antoine. 2 semaines après la signification des papiers de divorce, Maître Leclerc a reçu un appel du cabinet principal demandant une réunion. Apparemment, le cabinet était au courant de la situation délicate impliquant l'un de ses associés juniors et voulait discuter des options pour une résolution discrète. Qu'est-ce que cela signifie, demandai-je. Cela signifie que les patrons d'Antoine s'inquiètent de la publicité. Un divorce compliqué impliquant l'adultère et la manipulation financière ne reflète pas bien sur la réputation du cabinet. Ils font donc pression sur lui pour qu'il règle. Ils font pression sur lui pour qu'il règle cela rapidement et discrètement, ce qui nous donne un levier. La deuxième fissure est venue du monde de Sophie. 3 de ses clients avaient reçu des conseils anonymes sur sa conduite professionnelle et reconsidéraient leur contrat. Apparemment, quelqu'un avait partagé des détails sur sa vie personnelle avec des contacts de l'industrie. Êtes-vous derrière cela, demandai-je à Maître Leclerc. Je suis derrière la stratégie juridique, répondit-elle prudemment. Je ne peux pas contrôler ce que d'autres personnes choisissent de faire avec des informations publiques. Quelles informations publiques? Les dépôts de divorce sont des archives publiques. Les documents judiciaires détaillant les allégations d'adultère sont des archives publiques. Si quelqu'un choisit de consulter ces registres et de partager des informations pertinentes avec les contacts professionnels de votre sœur, eh bien, ce n'est pas illégal. Je commençais à comprendre pourquoi Maître Leclerc commandait des honoraires aussi élevés. La troisième fissure fut la plus satisfaisante. La mère d'Antoine m'a appelé. Hélène Leclerc n'avait jamais été chaleureuse avec moi pendant notre mariage, mais elle avait toujours été polie. Maintenant, elle semblait vraiment désemparée. Élise, ma chérie. Je viens d'apprendre à propos de la situation. La situation concernant Antoine et ta sœur. Je veux que tu saches que je n'en avais aucune idée et que je suis absolument horrifié. Merci, Hélène. Cela signifie beaucoup. J'ai élevé mon fils mieux que ça. Son père se retournerait dans sa tombe. Elle a fait une pause. Élise, je sais que c'est présomptueux. Mais j'espère que tu te battras pour ce que tu mérites. Ne les laisse pas te malmener. Après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'Antoine n'avait pas seulement perdu une femme. Il avait perdu le respect de sa famille, de ses collègues, et probablement de lui-même, même s'il n'était pas encore prêt à l'admettre. La pression montait. Et ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne cède. La confrontation finale eut lieu dans les bureaux du cabinet d'avocats. Dans une salle de conférence avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Antoine était assis en face de moi, flanqué de 2 avocats.
tandis que maître Leclerc était assise à côté de moi avec une pile de documents assez épaisse pour étouffer un cheval. Antoine avait l'air terrible. Ses cheveux habituellement impeccables étaient ébouriffés, son costume chair froissé, et il avait des cernes sous les yeux. Le Golden Boy Loyer montrait des fissures. Allons droit au but. Commença maître Leclerc. Ma cliente est prête à accepter un règlement de 200 000 €, la moitié de la valeur de la maison conjugale, et une pension alimentaire à vie de 3 000 € par mois. L'avocat principal d'Antoine, un homme maigre nommé maître Bernard Moreau, réprima à peine un rire. Madame Dubois, c'est complètement déraisonnable. Le mariage n'a duré que 2 ans. Il n'y a pas d'enfant. Il y a également de l'adultère documenté, de la manipulation financière et une conspiration pour frauder ma cliente d'actifs matrimoniaux, interrompit maître Leclerc. De plus, des menaces crédibles de représailles et de diffamation. Votre client ne négocie pas exactement à partir d'une position de force. Nous contestons la caractérisation de manipulation financière. Contestez-vous l'adultère? Silence. Contestez-vous que votre client ait structuré les actifs matrimoniaux pour minimiser les demandes de sa femme? Encore du silence. Contestez-vous que votre client et sa maîtresse, qui se trouve être la sœur de ma cliente, ont fait des déclarations menaçantes concernant la réputation et les moyens de subsistance de ma cliente? Antoine parla finalement. Élise, s'il te plaît. Soyons raisonnables. Je suis raisonnable. Je demande la moitié de ce que nous avons construit ensemble, plus un soutien pendant que je reconstruis ma vie. Tu m'offres moins que ce que tu paierais pour une voiture. La maison seule vaut 400 000 €. Tu demandes la moitié de cela plus un règlement en espèces plus une pension alimentaire. C'est plus que ce que je peux me permettre. Alors tu aurais dû y penser avant de décider de me tromper avec ma sœur. Le sang-froid d'Antoine se fissura enfin. Élise, j'essaie d'être juste ici. Mais tu es vindicative. Tout ce procès, cette attention médiatique, traînait nos affaires privées devant les tribunaux. Attention médiatique. Je l'interrompis. Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Quelqu'un a distribué des informations à des journalistes, à des blogueurs, à des influenceurs de médias sociaux. Mon cabinet reçoit des appels de reporters qui posent des questions sur ma situation personnelle. Sophie a perdu 3 clients majeurs à cause de rumeurs sur sa vie personnelle. Je regardais maître Leclerc, qui gardait une expression parfaitement neutre. Monsieur Leclerc, dit-elle, si vous êtes préoccupé par l'attention médiatique, peut-être devriez-vous considérer pourquoi votre histoire suscite de l'intérêt. Les liaisons arrivent tous les jours. Elles ne font pas toujours les gros titres à moins qu'il n'y ait quelque chose de particulièrement intéressant à leur sujet. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Cela signifie qu'un associé junior dans un cabinet d'avocats prestigieux manipulant des actifs matrimoniaux tout en entretenant une liaison avec la sœur de sa femme fait une copie convaincante. Surtout quand cet même avocat menace de représailles contre sa femme qui demande un règlement équitable. Antoine pâlit. Tu as parlé à des journalistes. Je ne parle pas à des journalistes. Monsieur Leclerc. Mais je ne peux pas contrôler les archives publiques qu'ils choisissent d'examiner ou les conclusions qu'ils tirent de ces archives. Maître Moreau se pencha en avant. Madame Dubois, si vous suggérez que vous avez orchestré une campagne médiatique, je ne suggère rien. J'observe simplement que l'intérêt du public pour cette affaire semble croître. En fait, j'ai reçu un appel hier d'un producteur de France 5. Apparemment, ils envisagent un segment sur la façon dont le droit du divorce peut être manipulé pour désavantager les femmes. La pièce devint silencieuse. Bien sûr, continua maître Leclerc, un règlement rapide et équitable éliminerait le besoin de toute attention médiatique supplémentaire. Ma cliente ne s'intéresse pas à la publicité. Elle veut juste ce à quoi elle a droit. Antoine eut l'air d'être sur le point de vomir. Élise, tu ne peux pas faire ça. Ma carrière. Ta carrière survivra, Antoine. Elle pourrait même être améliorée en montrant que tu peux gérer une adversité personnelle avec grâce et intégrité. Ce n'est pas de la grâce et de l'intégrité. C'est de l'extorsion. Non, dis-je calmement. Ce sont des conséquences. Nous nous sommes regardés par-dessus la table de conférence polie. Et j'ai vu le moment exact où Antoine a réalisé qu'il avait perdu. Pas seulement le mariage, pas seulement l'argent, mais le récit. Il s'attendait à ce que je disparaisse tranquillement.
À ce que j'absorbe la douleur et l'humiliation en privé pendant qu'il passait à sa nouvelle vie. Au lieu de cela, je l'avais forcé à faire face aux conséquences publiques de ses choix. Je dois discuter de cela avec ma cliente, dit Maître Moreau. Bien sûr, répondit Maître Leclerc. Nous vous donnerons 24 heures pour répondre. Antoine m'a appelé ce soir-là. Contournant complètement les avocats. Élise, nous devons parler. Juste nous deux. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, une conversation sans avocat, sans menace. Sans toutes ces manœuvres juridiques. Juste nous deux. Quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. Nous nous sommes rencontrés dans un café au centre-ville. Un territoire neutre où aucun de nous ne détenait de souvenirs. Antoine avait l'air épuisé. L'avocat confiant qui m'avait congédié si négligemment dans son bureau avait disparu. Remplacé par un homme qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. Je n'ai jamais voulu que cela se passe comme ça, dit-il sans préambule. Comment voulais-tu que cela se passe? Je ne sais pas. Plus proprement, je suppose. Plus civilisé. Tu veux dire que tu voulais que je disparaisse sans faire de bruit? Antoine passa ses mains dans ses cheveux. Élise, je sais que tu me détestes. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne peux même pas entièrement comprendre. Mais nous étions amis autrefois. Nous nous soucions l'un de l'autre autrefois. Ne pouvons-nous pas terminer cela sans nous détruire mutuellement? Je n'essaie pas de te détruire, Antoine. J'essaie de survivre à cela. L'attention médiatique, les factures juridiques, l'humiliation publique. Ce n'est pas survivre. C'est de la vengeance. J'ai étudié son visage. Cherchant toute trace de l'homme que j'avais autrefois aimé. Regrettes-tu? L'un d'eux? Je regrette de t'avoir blessé. Je regrette la façon dont cela s'est passé. Je regrette que nous n'ayons pas pu trouver un moyen de terminer notre mariage avant Sophie. Mais tu ne regrettes pas elle. Non, dit-il calmement. Je ne la regrette pas. Au moins. Il était honnête. Élise, que veux-tu vraiment de tout cela? Qu'est-ce qui te donnerait le sentiment que justice a été rendue? J'ai réfléchi. Que voulais-je? Je voulais ma vie en retour. Mais c'était impossible. Je voulais mon mariage en retour, mais c'était impensable. Je voulais ma sœur en retour, mais c'était impardonnable. Je veux savoir qu'il y a des conséquences à ce que tu as fait. Je veux savoir que tu ne peux pas simplement écarter les gens quand ils deviennent gênants. Il y a eu des conséquences. Ma réputation. Ma relation avec ma famille, ma position dans le cabinet. Ce ne sont pas des conséquences, Antoine. Ce sont les résultats naturels de tes choix. Les conséquences seraient de payer un prix réel pour ce que tu m'as pris. Antoine resta silencieux un long moment. Et si je donnais mon accord au terme de Maître Leclerc? Le règlement complet. La pension alimentaire, tout. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que je suis fatigué, Élise. Je suis fatigué de me battre. Fatigué du stress. Fatigué de regarder par-dessus mon épaule. Attendant la prochaine chaussure qui tombe. Je veux juste que cela se termine. Et Sophie, comment le prendra-t-elle, que tu me donnes la moitié de ta valeur nette? Le rire d'Antoine était amer. Sophie pense que je devrais me battre plus fort. Elle pense que tu bluffes, que tu reculeras si nous appliquons assez de pression. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que je ne t'ai jamais vraiment connue. L'Élise que j'ai épousée n'aurait jamais fait tout cela. Elle aurait accepté le règlement initial et aurait disparu. L'Élise que tu as épousée te faisait confiance. Elle croyait aux promesses que tu as faites. Elle pensait que son mari et sa sœur étaient des gens foncièrement décents. Et maintenant? Maintenant elle sait mieux. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant la foule du soir se presser devant les fenêtres. Finalement, Antoine a parlé. Je vais accepter le règlement. Tout? Et Sophie? Qu'en est-il d'elle? Elle ne sera pas contente de ça. Es-tu préparé à cela? Le sourire d'Antoine était un sourire narquois. Élise, au cours du dernier mois. J'ai appris quelque chose d'intéressant sur ta sœur. Elle est très douée pour vouloir des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Elle est moins enthousiaste à l'idée du coup de les avoir réellement. C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'elle était ravie d'être avec un avocat qui réussit. Elle est moins ravie d'être avec un avocat fauché qui est un bien endommagé dans sa profession. J'ai ressenti une piqûre inattendue de sympathie pour lui. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'ai fait mes choix. Maintenant, je vis avec eux. Le règlement a été finalisé 2 semaines plus tard. Antoine a gardé la maison mais a dû souscrire un prêt substantiel pour me payer ma part de sa valeur. Combiné avec le règlement en espèces et l'arrangement de pension alimentaire, je suis parti avec suffisamment d'argent pour acheter ma propre maison et recommencer. Plus important encore, je suis parti avec quelque chose que je ne m'attendais pas. Le respect de soi. L'attention médiatique qui avait tant terrifié Antoine s'est avérée être une bénédiction déguisée. Une journaliste qui suivait l'affaire m'a présenté à une organisation à but non lucratif qui aidait les femmes à naviguer dans les divorces à conflits élevés. Ils m'ont offert un poste de coordinatrice de la communication, utilisant mes compétences en design pour aider d'autres femmes à raconter leurs histoires. Mon premier projet a été la création d'un site web pour les femmes qui avaient été financièrement manipulées pendant les procédures de divorce. Le slogan que j'ai conçu était « Votre histoire compte. Votre voix compte. Vous méritez mieux ». Cela ressemblait à un manifeste pour ma nouvelle vie. Sophie a essayé de me contacter plusieurs fois dans les mois qui ont suivi le règlement. Des messages vocaux qui commençaient par des excuses et devenaient de plus en plus désespérés à mesure que sa vie professionnelle continuait de s'effondrer. Apparemment, l'industrie de la mode avait moins de tolérance pour les drames personnels qu'elle ne l'avait anticipé. Je n'ai jamais retourné ses appels. Ma mère a étonnamment commencé à se rapprocher. Cela a commencé par des conversations téléphoniques maladroites où elle évitait de mentionner Antoine ou Sophie. Puis cela a progressé vers de vraies visites où elle semblait sincèrement intéressée par ma nouvelle vie et mon travail. Je pense que j'ai peut-être mal jugé la situation, dit-elle lors d'une visite, aussi proche d'une excuse que je pouvais l'espérer. Tu penses que ton père disait toujours que tu étais la plus forte. Je pensais qu'il voulait dire émotionnellement forte, attentionnée. Je ne réalisais pas qu'il voulait dire forte comme un roc. Je ne le réalisais pas non plus jusqu'à ce que je doive l'être. 6 mois après le règlement, j'ai reçu un appel de Maître Leclerc. « As-tu vu les nouvelles ?» demanda-t-elle. « Quelles nouvelles ?» Allume France 2. J'ai basculé sur la chaîne d'information locale juste à temps pour attraper la fin d'un segment sur la mauvaise conduite professionnelle dans le domaine juridique. La photo d'Antoine a clignoté à l'écran alors que l'animateur discutait d'une récente enquête sur l'éthique impliquant une mauvaise gestion des fonds des clients et des conflits d'intérêts. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demandai-je à Maître Leclerc. « Cela signifie que les problèmes de votre ex-mari se sont étendus au-delà de son divorce. Apparemment, les recherches qui ont commencé avec notre affaire ont conduit à des enquêtes plus approfondies sur sa conduite professionnelle. Est-ce lié à ce que nous avons fait? Pas directement. Mais parfois, lorsque vous éclairez les coins sombres, vous trouvez plus que ce que vous attendiez. » J'ai regardé le segment d'actualité avec des sentiments mitigés. Je ne voulais pas qu'Antoine soit détruit, juste tenu responsable. Mais les actions ont des conséquences, et les siennes s'étendaient apparemment bien au-delà de notre mariage. Le véritable titre est arrivé 3 jours plus tard, pas à la télévision, mais dans ma boîte de réception email. Il provenait d'un producteur d'un grand réseau de télévision, me demandant si j'étais intéressé à consulter une série documentaire sur les femmes qui avaient riposté contre la trahison et la manipulation. Nous l'appelons le jugement dernier. Lisez l'email. Nous voulons raconter des histoires de femmes qui ont refusé d'être des victimes, qui ont transformé leur douleur en pouvoir et leur trahison en justice. Votre cas est devenu une sorte de légende dans les cercles juridiques. La femme qui n'a pas voulu disparaître tranquillement. J'ai regardé l'email pendant un long moment avant de répondre. Il y a 1 an, j'aurais été mortifié à l'idée que ma vie personnelle devienne un divertissement public. Maintenant, j'y voyais une opportunité d'aider d'autres femmes à comprendre qu'elles n'avaient pas à accepter la trahison en silence. Je suis intéressé, ai-je répondu. Mais je veux avoir le contrôle éditorial sur la façon dont mon histoire est racontée et je veux qu'une partie des bénéfices aille à des organisations qui aident les femmes dans des situations similaires. Le documentaire a été diffusé 8 mois plus tard. L'épisode sur mon cas s'intitulait « Je suis entré dans le bureau de mon mari et j'ai trouvé ma sœur assise sur ses genoux. » Ce que j'ai fait ensuite a fait les gros titres. Ce fut l'épisode le mieux noté de la série. Je vis maintenant dans une petite maison dans le quartier des Arts.
Avec des murs en briques apparentes et d'immenses fenêtres qui remplissent l'espace de lumière. Mon entreprise de design a grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Alimentée en partie par des recommandations de femmes qui avaient vu le documentaire et voulaient travailler avec quelqu'un qui comprenait le pouvoir de contrôler son propre récit. Je fréquente quelqu'un de nouveau. Un professeur nommé François Martin qui pense que mon histoire est inspirante plutôt que scandaleuse. Qui admire ma force plutôt que d'en être intimidé. Nous prenons les choses lentement, construisant quelque chose basé sur l'honnêteté et le respect mutuel plutôt que sur la commodité et l'hypothèse. Antoine a déménagé dans un autre état après que sa licence d'avocat ait été suspendue. J'ai entendu dire par des connaissances communes qu'il travaille pour un petit cabinet s'occupant de clôtures immobilières, loin de ses ambitions antérieures. Lui et Sophie se sont séparés 7 mois après le règlement. Apparemment incapable de survivre à la transition de la romance interdite à la réalité banale. Sophie a essayé de reconstruire sa carrière dans les RP, mais a découvert que la réputation vous suit dans les petites industries. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle. Elle travaillait pour une entreprise de communication d'entreprise dans une autre ville. Un travail respectable, mais sans éclat, qui paie les factures mais ne nourrit pas son ego. Ma mère et moi avons reconstruit notre relation sur de nouvelles bases. Elle vient dîner tous les dimanches et nous parlons de livres. De politique et de mon travail avec l'organisation à but non lucratif. Elle ne mentionne jamais Antoine ou Sophie à moins que je ne les mentionne en premier, ce que je fais rarement. Je ne les déteste plus. Ni Antoine, ni Sophie, ni même moi-même pour les années où j'ai été quelqu'un de plus petit que je n'avais besoin de l'être. La haine est épuisante et j'ai mieux à faire de mon énergie. Mais je ne leur ai pas non plus pardonné. Le pardon implique que ce qu'ils ont fait était pardonnable et je ne crois pas que ce soit le cas. On ne pardonne pas un meurtre parce que les meurtriers semblent désolés après coup. On ne pardonne pas la trahison simplement parce que les traîtres sont passés à autre chose. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de plus puissant. Je suis passé entièrement au-delà d'eux. Parfois, tard le soir, quand je travaille sur un nouveau projet ou que je lis dans mon salon, je pense à cet après-midi où je suis entré dans le bureau d'Antoine et où j'ai vu mon monde s'effondrer. Je pense à la femme que j'étais alors, confiante, accommodante, prête à se faire plus petite pour éviter les conflits. Cette femme est partie, non pas détruite, mais transformée. À sa place se trouve quelqu'un de plus dur, de plus sage et d'infiniment plus dangereux pour les personnes qui confondent la gentillesse avec la faiblesse. Le producteur du documentaire avait raison sur une chose. Je suis devenu une sorte de légende dans certains cercles. Non pas comme une victime qui avait été lésée. Mais comme une femme qui avait refusé d'accepter qu'être lésée était la fin de son histoire. Mon téléphone sonne parfois avec des appels de femmes dans des situations similaires. Des femmes qui ont trouvé mon numéro par l'intermédiaire de l'organisation à but non lucratif ou ont entendu parler de mon cas par des amis d'amis. Elles commencent toujours de la même manière. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens si impuissante. Et je leur dis toujours la même chose. Vous n'êtes pas impuissante. Vous n'avez juste pas encore trouvé comment utiliser votre pouvoir. Parce que c'est ce que j'ai appris pendant ces mois de bataille juridique, d'attention médiatique et de drames familiaux. Tout le monde a du pouvoir. La question est de savoir si vous êtes prêt à l'utiliser. Je l'étais. Et cela a tout changé. Les titres qui ont suivi ne concernaient pas seulement mon affaire. Ils concernaient un choix. Le choix de se battre, d'exiger mieux, de refuser de disparaître tranquillement dans le récit de quelqu'un d'autre de votre vie. C'est un choix que chaque femme rencontre à un moment donné et sous une forme ou une autre. Et quand on me demande à ce sujet maintenant, quand on veut savoir comment j'ai trouvé le courage de me battre alors que tout semble être contre moi, je leur dis la vérité. Je n'ai pas trouvé le courage. J'ai trouvé la clarté. Et une fois que vous voyez clairement, tout le reste devient possible.